Très bien, merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Alors, au nom de la librairie, la toute nouvelle librairie Utopia et du mouvement Utopia, je vous souhaite la bienvenue. Hein. Pour certains, vous avez déjà découvert il y a quelques jours ces lieux, et puis pour d'autres, c'est la première fois. Donc, c'est une librairie qu'on a ouverte et qui sera inaugurée d'ailleurs officiellement sous peu, dans lequel il y a un espace librairie, dans lequel à la fois on propose des livres neufs et des livres d'occasion sur un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes chers à Utopia, sur l'accès au droit, sur la souveraineté alimentaire, sur les questions écologiques, sur le féminisme, etc., etc. Et puis cet espace dans lequel on est, qui sert à la fois de lieu d'exposition. Vous avez une exposition autour d'un livre qui s'appelle Envie, bande dessinée sur le parcours des migrants de leur pays d'origine jusqu'à leur arrivée dans le pays d'accueil, quand il est accueillant, mais quand il n'est pas, en lien avec SOS Méditerranée. Et puis c'est aussi une salle qui va servir pour un certain nombre de débats ou de réunions associatives. Donc ce soir, comme tout un tas d'autres soirs dans les semaines à venir, puisque ça commence à se remplir déjà beaucoup, hein, on accueille un débat sur 2022, péril démocratique ou république écologique. Et donc, je suis ravi d'accueillir l'ensemble des partitions, mais je crois que Claire voulait les présenter. Eh bien, je te laisse les présenter. Alors, est-ce que ce micro marche? Oui, ça va? Il faut parler un peu plus fort pour les gens qui sont en ligne. Ah, alors il va falloir trouver la bonne mesure. En tout cas, bienvenue à toutes et tous et un grand merci d'être là. Merci beaucoup au mouvement Utopia et à cet espace magnifique de la librairie qui vient d'ouvrir. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment très heureuse d'animer donc avec David Flachet ce premier débat en partenariat entre la Convention pour une République écologique et le mouvement Utopia. Ouvrir une librairie est un projet très ambitieux et je vous invite vraiment, alors toutes et tous, ceux qui sont là bien sûr, mais aussi ceux qui nous suivent sur le Zoom, à découvrir en fait cet espace et à venir découvrir l'offre éditoriale foisonnante autour de l'écologie. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça en France qui concentrent autant d'ouvrages et de débats sur la question. Alors, donc nous sommes à la fois en présentiel, merci encore une fois à toutes et tous, et nous sommes aussi en distanciel, c'est le summum de la modernitude. Et donc, nous allons animer, donc David et moi, cette rencontre. Et nous donnerons la parole, parce que nous serons vraiment très heureux d'accueillir ce soir, donc Claire Lejeune et Noël Mamère, que l'on ne présente plus, ou aussi encore. Et on y reviendra tout à l'heure peut-être. Simplement, donc, ça y est, est-ce que tout le monde est installé? Non. Ah là là, la rançon de la gloire. Alors, dès que tout le monde est assis, est-ce que le son va bien pour les copains qui nous suivent là? Ça va? J'en étais donc. C'est bon? J'en étais donc aux présentations. Donc, Claire Lejeune est donc normalienne, doctorante à Sciences Po en théorie politique, ancienne co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes, membre de ELV et cofondatrice de l'organisation Résilience Commune. Beau parcours déjà. Noël, qui est donc journaliste, on a dit artisan de l'écologie politique. C'est pas mal. C'est bien ça. Évidemment, maire de Bègle entre 1889 et 2017. Et député aussi entre 1997 et 2017. Voilà. Et donc, nous avons le grand plaisir de présenter deux des derniers ouvrages de Noël qui sont en vente à côté, bien sûr. Donc, l'écologie pour sauver nos vies
et Les Terrestres, qui est une bande dessinée que je vous recommande tout particulièrement pour son originalité. Voilà. David, qui ne s'est pas présenté, mais qui est donc économiste et enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Voilà. Porte-parole du Tokyo. Et bien sûr, porte-parole de Compiègne. Voilà. Alors, si vous me permettez, je vais introduire un peu sur le fond les raisons et les motivations de ce débat ce soir. D'abord en introduction pour rappeler que, en fait, avec la Convention pour une République écologique, nous organisons depuis bientôt 1 an déjà des débats qui étaient sur Zoom précédemment pour alimenter la réflexion et présenter notre démarche globale autour de la construction d'une République écologique, objet politique non identifié pour l'heure, mais que nous allons justement nous allons discuter ensemble. Et nous proposons ces débats comme autant de respiration démocratique, écologique et sociale, et de création, je dirais, politique sur un thème donc très peu travaillé et qui est de plus en plus à la mode. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, nous en avons fait donc une publication qui est également l'objet de notre discussion ce soir. Voilà. Et notre propos pour une République écologique, dont le premier numéro était consacré donc aux valeurs et singulièrement à la question de la République du vivant. Et nous travaillons d'ores et déjà sur le numéro 2, qui sortira en mars prochain, en mars, juste avant avril. Et nous avons choisi comme thème dominant, évidemment, les thèmes régaliens. Cette discussion de ce soir, bien sûr, en fera partie. Et j'espère que ça va vous aider à construire. D'accord. Sauf que si je parle, ça résonne. Alors, c'est bon. OK. Alors, si nous investissons dans cette démarche collective qui a démarré donc, il y a plus d'1 an, c'est aussi vraiment une réponse dans le contexte de plus en plus nauséabond de ce mandat présidentiel finissant qui aura vraiment déchaîné les haines et fait monter le national-populisme comme aucun autre précédemment. Mais nous nous inscrivons bien sûr, surtout, dans le contexte de la prise de conscience écologique, la plus forte également jamais connue jusqu'à maintenant, qui hisse l'écologie politique au rang de paradigme. Cette tension entre ces deux montées nous place, nous semble-t-il, dans la position d'une responsabilité immense, celle de mettre sur pied maintenant l'antidote au poison nationaliste et néofasciste qui se répand et se dissémine. C'est notre responsabilité, c'est notre projet, oui j'ai osé, tandis que l'état d'urgence sanitaire vient justement encore une fois d'être prolongé et que nos libertés sont sévèrement atteintes depuis bientôt 6 ans maintenant. Imaginez que les enfants de 6 ans n'ont jamais connu, ou par intermittence, l'expression de liberté républicaine, on va dire, normale. Et que la légitimité en fait, de ce gouvernement ne repose plus que sur le déploiement de la violence et d'un paternalisme réactionnaire qui l'autorise maintenant, en ce moment même, à distribuer sans limite et quoi qu'il en coûte, les chèques censés adoucir la colère et les fins de mois à l'approche des élections. Autant dire que le déroulement de cette séquence est vraiment caricatural du schéma éculé de l'exercice du pouvoir assis sur les fondations de la Ve République et son projet de société qui date des années 50. On est à plein dans les années 50. C'était la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais en plein effondrement du régime colonial et la relance par la croissance et le productivisme, l'expression de l'autorité, la domination patriarcale et conservatrice. On nage en plein anachronisme et nous pensons que le modèle républicain en question n'y est pas pour rien. Nous disons donc que le temps de la République écologique est venu et qu'elle sera le cadre des valeurs et des institutions qui portent le projet de la société d'aujourd'hui, telle qu'elle est vraiment,
autour de la coopération, du multiculturalisme, de l'autonomie, de l'émancipation, de la solidarité, nous allons en parler, des territoires et surtout, bien sûr, ce modèle qui replace l'humain et le non-humain dans un ensemble qui constitue le vivant et reconnaît les droits de la nature et agit pour le climat. Nous disons donc que le temps de l'écologie, de la République écologique est venu, de l'écologie aussi, et qu'il nous revient de nous réapproprier la politique, car elle a été confisquée depuis des décennies, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, notamment avec Claire, par les nationalistes de droite, mais aussi de gauche. Et au moment, souvenez-vous, où il s'agissait d'assumer le tournant de la rigueur, d'épouser la social-démocratie et d'affronter la mondialisation, a été conçu finalement un élitisme républicain qui a confondu idéologiquement universalisme et uniformisation, en réaffirmant l'humain, ou plus exactement à l'époque l'homme blanc, en maître de la nature, en position de domination de classe. C'est la construction de cet élitisme qui exacerbe aujourd'hui les séparatismes et ruine la cohésion républicaine, qui constitue l'apartheid planétaire, cette expression que j'emprunte à Noël qui la reconnaîtra, cet apartheid planétaire qui n'est pas culturel, religieux, mais bien politique et qui conduit celles et ceux animés par l'unique obsession de s'extraire de la solidarité nationale et défendre leurs intérêts, les mêmes qui consomment, qui exploitent, qui épuisent, qui gaspillent et bien sûr qui polluent et aggravent le climat avec leurs émissions de CO2. Les mêmes qui creusent les inégalités dans des proportions lunaires et qui placent leurs milliards, on l'a vu, dans les paradis fiscaux, à Panama ou ailleurs. Donc nous y sommes, voilà, en pleine crise. C'est de cette dissociation économique, sociale et écologique qui attise, c'est cette dissociation, pardon, qui attise tous les populismes et alimente les rancœurs, tous ces abus qui mettent gravement aujourd'hui en danger la démocratie. D'où notre débat ce soir. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est justement notre volonté commune, et je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler, notre détermination à mettre sur pied le modèle qui déconstruit tout ça et qui démontre que l'écologie est bien l'antidote, l'espoir de construire un autre avenir, tout à la fois écologique, social et démocratique. Je passe donc la parole à Claire, qui va nous parler des affinités structurelles qu'elle a mises en évidence entre l'écologie et la pensée républicaine. Ensuite, Noël prendra la parole pour un petit moment et David conclura, s'il veut bien. Ensuite, et merci de votre patience, on fera une séquence de questions et de réponses. Merci Claire. D'accord, Claire, du coup, pour cette introduction. Et merci pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir et notamment d'être à côté de Noël ce soir. Je trouve qu'il y a un côté intergénérationnel qui est très fort ce soir. Alors, peut-être. C'est 1889, on mélange les siècles. Noël le passeur. Alors, peut-être déjà pour essayer d'expliquer pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à cette question d'un républicanisme écologique et pourquoi j'ai commencé à écrire dessus, peut-être deux mots sur ma courte trajectoire politique. Hein. Mais moi, je viens de la gauche, j'ai un père ouvrier qui achetait du mât, je lisais du mât. Puis mon premier engagement concret en politique, c'était en 2014, la crise des réfugiés, donc sur la question de l'accueil. Après ça est venue l'écologie politique, mais c'est venu éclairer ces deux combats-là autour de l'idée très forte d'un universel concret et du combat pour l'égalité, pour la justice. Et en fait, il y a eu un moment où le débat public a commencé à basculer et à se crisper et où nous, militants féministes, militants de la lutte pour l'accueil, de la lutte contre les discriminations, on s'est retrouvés face à cette accusation de ne pas être assez ou de ne pas être bien républicain
ou de se situer en dehors du cadre de la République. Et en fait, à ce moment-là, il y avait ce côté réaction en fait, j'avais jamais conscientisé la République comme objet de lutte, parce que justement, à mon sens, c'était le cadre dans lequel on s'inscrivait, et c'est le cadre dans lequel on poursuivait nos luttes pour toujours plus d'égalité, toujours plus de droits, toujours moins de discrimination envers les minorités. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, notre camp, le camp progressiste, humaniste, écologiste, a une bataille à mener pour ne pas se laisser voler en fait cette notion républicaine, pour que la gauche en fait ne perde pas de terrain sur cette question-là, parce que historiquement, c'est la gauche qui a porté la République, c'est la gauche qui a permis c'est la gauche qui a permis son instauration et son enrichissement avec une République qui a d'abord été un cadre institutionnel et juridique, et après qui est devenue la République sociale, où on a adjoint à des droits civiques, des droits sociaux, où on a construit la protection sociale et la sécurité sociale et dans la deuxième phase du XXe siècle. Donc, et à mon sens, on est dans un moment où justement, il faut que notre camp se réapproprie cette notion en l'enrichissant et en l'amplifiant de ce que l'écologie politique nous enseigne et de la manière dont elle transforme notre manière de penser la solidarité, qui aujourd'hui ne peut plus être strictement interhumaine, mais doit se penser aussi entre les collectifs humains et nos environnements et les vivants dans son ensemble. Donc, je pense que là, on est dans un moment effectivement assez particulier, hein, où en fait, ceux qui peut-être sont le plus fidèles à l'idée républicaine telle qu'elle a été motrice dans l'histoire et notamment en France, sont ceux qui sont taxés d'antirépublicanisme et ceux qui aujourd'hui, par des politiques ultralibérales, par des politiques qui créent des inégalités et des fractures massives dans la société, se taxe de républicanisme et confisque complètement cette notion, en plus sur une base idéologique de repli sur une communauté nationale fermée, là où en fait, historiquement, philosophiquement, la République en France a été un projet d'universalité concrète. En fait. Donc, il y a vraiment une urgence à replonger dans cette histoire républicaine et à tirer en fait aussi des outils pour nous enrichir notre pensée de l'écologie politique, et notamment là dans la séquence politique qui s'ouvre avec une année qui va être marquée par des présidentielles. Surtout ne pas laisser ce mot, cette notion à nos adversaires et se laisser corneriser comme si en fait on était en dehors de ce cadre-là. Donc là, ce qui se profile, c'est réellement un républicanisme de repli auquel on doit opposer un républicanisme solidaire, un républicanisme d'ouverture et un républicanisme qui nous permet de répondre aux défis majeurs de ce siècle, donc sur la question du dérèglement climatique, donc de faire enfin une république écologique. Et il y a une phrase de Serge Audier, qui est un penseur très important justement pour ces questions-là, sur laquelle je suis retombée tout à l'heure et qui je trouve extrêmement vraie, parce qu'elle révèle aussi de notre manière de parler ou de justement ne pas parler de République. Il disait beaucoup d'écologistes sont des républicains qui ne le savent pas. Et je pense que c'est très vrai en fait. En fait, on défend les communs, on défend la solidarité, on défend l'égalité concrète, pas juste l'égalité formelle. Et tout ça, c'est nos combats. En fait. Donc, je pense que réellement, on a ce travail de réappropriation de cette notion à faire, et c'est à ça que sert aussi des moments d'échange comme ce soir, où on peut commencer à construire une doctrine d'une république écologique et commencer à la mettre en pratique dans notre militantisme également. Donc, je pense que pour bien faire ce travail-là, il y a aussi besoin d'identifier pourquoi certains d'entre nous, on a aussi eu un espèce de malaise pendant un certain temps avec le fait
de s'approprier complètement ce combat pour la République. Et je pense que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que la République, elle a certes été à un moment un facteur d'émancipation. Ça a été lors de la Révolution le moment où on a détricoté toutes les baronnies locales, où ça a été un grand moment de libération de la société. Mais la République, historiquement en France, a été aussi une république colonisatrice. On se souvient de la mission civilisatrice de Jules Ferry pendant la Troisième République, au nom d'une certaine conception de l'universel. Ça a été une république aussi guerrière, c'est-à-dire qu'elle a été très liée à la construction d'une nation française qui s'est construite en bloc aussi. Toute la phase avant la Première Guerre mondiale, elle s'est construite en bloc contre d'autres nations, et également en faisant un travail d'uniformisation aussi de toutes les cultures locales, de langues locales, etc. Et tout ça, dans le combat des écologistes, c'est des choses dans lesquelles on sent qu'il y a friction, parce que justement, nous portons le combat pour la reconnaissance de cette diversité locale et avec une conception plus fédérale ou du moins plus territoriale et plus horizontale de la manière de concevoir la culture. Je pense qu'également, le féminisme vient percuter une certaine construction de la République. Notre République, historiquement, a été une République d'hommes. Elle est encore largement aujourd'hui. Et en fait, c'est là qu'il faut, je pense, vraiment marteler l'idée que la République n'est pas un objet donné en soi. La République, historiquement et jusqu'aujourd'hui, elle est dynamique. C'est-à-dire que c'est un horizon, c'est une promesse. Quand on parle de promesse républicaine, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette idée qu'en fait, c'est le cadre dans lequel une société progresse vers toujours plus de droits et vers toujours plus d'acquis. Et aussi, c'est le cadre dans lequel une société fait le travail réflexif de critique de moments de l'histoire où en fait l'universalisme a été utilisé aussi à des fins de domination et d'exploitation d'autres peuples, où l'universalisme a été aussi utilisé pour uniformiser là où en fait il y avait une diversité qui a une légitimité. C'est le cadre dans lequel on fait le travail de mémoire historique, qui est aussi une des choses qui est en train d'être mise à mal de manière très forte par le gouvernement actuel. Donc, je pense que notre tâche aujourd'hui, c'est d'arriver à réenclencher la dynamique républicaine en l'amplifiant à partir de tout ce qu'apporte l'écologie politique. Et il y a, en termes d'auteurs et de références, il y a des rencontres vraiment assez riches qui peuvent se faire entre tout ce que des auteurs classiques, les penseurs classiques et les acteurs classiques de l'écologie politique, des André Gortz, je pense aussi à Murray Bookchin, toutes ces figures-là, et les penseurs plus traditionnels de l'idée républicaine, je pense notamment à Rousseau. Enfin, voilà, il y a des ponts très intéressants à faire, et je vais essayer de les développer si j'ai encore 2-3 minutes. Okay. Donc, ce que je vais essayer de défendre dans la dernière partie de mon intervention, c'est vraiment qu'il y a des affinités philosophiques et politiques entre le paradigme républicain et puis l'écologie politique telle qu'elle s'est constituée. Déjà, mais dès Aristote, l'idée républicaine, c'était l'idée qu'une communauté humaine est faite d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas des individus isolés, on n'est pas des atomes qui se rencontrent sur un marché. On vit ensemble dans un territoire d'une manière qui nous rend complètement interdépendants. Et ça, si on prend cette idée-là au sérieux, c'est une anthropologie qui va complètement à l'encontre de l'anthropologie libérale, en fait. Et en ce sens-là, l'idée républicaine telle qu'elle est conçue dans les écrits d'Aristote et tous ceux qui ont été influencés par Aristote par la suite, cette idée républicaine est beaucoup plus proche du solidarisme d'un Léon Bourgeois que de l'idéologie libérale
telle qu'elle est dominante aujourd'hui. Et je pense que également chez Aristote, il y a cette idée qu'une communauté politique n'est jamais une série d'êtres uniformes, mais c'est une diversité organisée. Et il y a une vraie reconnaissance de la richesse de cette diversité et de ce qu'elle peut apporter politiquement. Et je pense que là aussi, on retrouve des choses qui sont extrêmement présentes et extrêmement importantes dans la pensée écologiste. Dans la manière dont un Rousseau prend la suite, un peu avec une influence d'Aristote qui est prégnante, il y a une liaison très forte entre l'idée républicaine et l'idée d'une démocratie concrète et active. C'est-à-dire que le républicanisme chez Rousseau ne se réduit jamais à un vote et puis on élit des instances qui sont lointaines territorialement et du point de vue de la chaîne de décision. Il y a une idée très forte d'un civisme actif. Et là, je pense aussi, on retrouve des choses qui sont structurantes dans l'écologie politique. Et là, on peut lire Murray Bookchin et le croiser avec Rousseau, et c'est très, très intéressant. Cette idée qu'en fait, la démocratie, elle se joue de manière très concrète dans les décisions que chaque individu peut prendre en collectivité sur un territoire donné par rapport à quelle énergie on doit consommer, par rapport à quel circuit alimentaire on a envie de mettre en place. Donc, je pense que cette idée de démocratie active, elle est dans le républicanisme. Justement, la forme très verticale de la cinquième, et surtout en ce moment où cette dimension verticale a été complètement surjouée, elle va à l'encontre en fait de ce républicanisme-là que, à mon sens, on doit aussi se réapproprier. Une autre dimension où là on voit encore des affinités entre l'écologie politique et le républicanisme, c'est l'idée qu'un régime, c'est aussi un cadre de loi, donc c'est un cadre de régulation. Et en fait, l'écologie politique ne dit pas autre chose que qu'il y a une nécessité de remettre le bien commun au centre en instaurant des régulations et des limites, notamment à la consommation et notamment à la production, pour qu'il y ait une égalité réelle et pas seulement de droit. Donc je pense que cette idée-là, ça peut être un des chantiers possibles pour un républicanisme écologique, et notamment l'outil de la Constitution. En fait, c'est l'idée qui avait circulé d'instaurer des limites planétaires dans la Constitution. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas mesuré à quel point c'est transformateur, en fait. Et à quel point ça changerait tout, en fait, de l'instaurer dans la Constitution. À la fois sur l'appareil productif, sur notre manière de cohabiter, de coopérer. Mais ça, c'est clé. Et à mon sens, c'est une des choses qu'on doit mettre en avant, notamment là, dans le cadre des présidentielles. C'est en fait le cadre de la loi doit devenir non un outil pour déléguer de plus en plus au marché, mais doit justement être l'outil par lequel on se réapproprie des sphères de la vie en commun pour y remettre des limites, des régulations qui permettent d'aller à nouveau vers une égalisation des conditions et surtout une action enfin d'ampleur sur la question du dérèglement climatique. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. À mon sens, là, il y a d'énormes chantiers à ouvrir, notamment du fait de l'approche de la présidentielle. Et là où je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels il y a des points de jonction très forts, et notamment en remettant au cœur du débat la promesse d'égalité, qui est une promesse républicaine extrêmement forte, et qui aujourd'hui peut arriver à aussi nous permettre de faire des convergences entre les forces traditionnelles de gauche et puis l'écologie politique. Je vais m'arrêter là.
mot, Claire. Je ne sais pas si ce micro marche ou si je parle. Si ça marche. C'est moins fort. Un petit mot et je vais donc donner la parole à Noël. Je ne résiste pas au plaisir, même si je ne sais pas s'il est d'accord, mais pour vous présenter l'ouvrage qu'il a écrit il y a maintenant plus de 20 ans, qui s'appelle Ma République. Voilà. Et dans lequel je dois dire que l'actualité, alors est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas, je ne sais pas, mais est quand même reste quand même très brûlant. Donc merci beaucoup Noël. Et je vous passe le micro. Alors, merci beaucoup, Claire. D'abord, je vous demande de m'excuser parce que j'ai un gros rhume, donc je ne vais peut-être pas forcément être à la hauteur de ce que vous attendez de moi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux d'avoir écouté Claire Lejeune, que je trouve très roborative. Elle appartient à cette génération d'intellectuels et d'intellectuels écologistes qui démontrent que l'écologie n'est pas simplement ce qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire une sous-traitante de la social-démocratie ou du libéralisme, selon le côté dans lequel vous vous placerez, mais qu'elle est une pensée à part entière, une pensée globale, qui ne se contente pas de regarder les effets du dérèglement climatique, mais qui associe de manière, j'allais dire, insécable les questions de droits humains et les questions sociales. Je pense qu'il est très important de le rappeler au moment où les écologistes, comme ils deviennent de plus en plus dangereux pour le statu quo, sont montrés du doigt et accablés de tous les maux. Dire aussi à Claire que je ne me sens pas du tout méprisé lorsqu'elle me dit « je suis honoré d'être à côté de Noël », comme si elle était d'à côté d'un vieux sage. En effet, si j'ai décidé d'arrêter toutes mes fonctions politiques en 2017, c'est bien pour être dans la transmission, parce que je pense d'abord qu'on ne peut pas rester indéfiniment au pouvoir, ça devient pathétique et c'est dangereux pour la démocratie. Et que d'autre part, quand on arrive à un certain âge, avec une certaine expérience, son devoir, c'est de transmettre et d'échanger. Alors revenons au thème qui a été choisi. 2022, l'affaiblissement démocratique, c'est une évidence. Et comment l'écologie peut-elle allier son regard sur la société à la question républicaine. Moi, je répondrai exactement comme l'a dit Claire Lejeune. L'écologie ne s'est jamais posé de problème vis-à-vis de la République. Elle a toujours défendu une conception de la République qui lie les questions d'égalité, les questions sociales et les questions de la place de l'homme dans le vivant. Alors, elle a fait référence à un certain nombre d'auteurs. Je pense que ce soir, il est absolument nécessaire de redire tout le bien que nous pensons de l'œuvre de Serge Audier, à la fois dans son livre L'âge du productivisme et dans le second, il s'intitule La cité écologique et dans lequel il fait référence à la République écologique. Comme nous ne pouvons pas faire l'économie de la citation, même si je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de ses assertions, notamment ses critiques d'Ellul et de Charbonneau, mais on doit aussi faire référence à Pierre Charbonnier et à son abondance et liberté, puisque nous vivons encore malheureusement sur ce dogme selon lequel l'abondance apporte la liberté, sauf qu'il n'y a plus d'abondance et que les libertés ont été sérieusement rétrécies. Donc comment on fait quand on passe d'une période, quand on passe des 30 glorieuses et de l'abondance qui a été censée nous apporter la liberté à une période de rareté dans laquelle les libertés sont de plus en plus menacées et rétrécissent. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire des penseurs de l'écologie, on s'aperçoit d'abord que cette pensée critique, le fil de cette pensée critique n'a jamais été interrompu. On peut partir d'Henry David Thoreau, aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, dans le versant sa désobéissance civile et dans le versant sa relation à la nature avec Walden de La vie dans les bois, qui est un livre culte aux États-Unis. Mais on oublie souvent que Thoreau a écrit ce petit fascicule de la désobéissance civile qui a inspiré Gandhi, Martin Luther King et d'autres. Il l'a écrit parce qu'il refusait de payer l'impôt qui finançait la guerre américaine au Mexique et l'esclavage.
et qu'avec sa mère et sa sœur, il était un membre actif d'un réseau qui s'appelait Underground Railroad, qui venait en aide aux esclaves qui fuyaient les plantations pour se réfugier au Canada. C'est la raison pour laquelle les écologistes se retrouvent beaucoup dans cette figure, parce qu'il est à la fois, il pose à la fois la question de la nature. Je pense qu'aujourd'hui, je vais dire pourquoi il vaut mieux appeler ça des mondes vivants, et la question de la défense des droits, de la défense des libertés. La famille d'écologistes dans laquelle nous nous reconnaissons derrière cette table, c'est celle-là. C'est celle qui ne sacrifie pas les libertés au nom de la protection de l'environnement. La deuxième figure dans laquelle on peut se reconnaître, on le redécouvre aujourd'hui. C'est d'ailleurs un géographe, Yves Lacoste, qui a contribué à le faire connaître, sa revue Hérodote. C'est Élisée Reclus, regardons ce qu'il a écrit en 1906, son texte sur le sentiment de la nature. 31 ans plus tard, Bernard Charbonneau écrivait un texte essentiel qui s'appelle « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire ». Ces penseurs, qui ont été suivis plus tard par des auteurs que l'on a oubliés, mais qui comptent beaucoup dans la pensée critique des écologistes. Je pense à l'Autrichien Léo Kohr, qui a été le premier avant Schumacher à inventer le Small is Beautiful. Je pense bien sûr à Ellul et à son texte fondateur, La technique ou l'enjeu du siècle, en 1954, Compagnon de route de Bernard Charbonneau, qu'on appelait les personnalistes gascons, qui étaient donc dans le mouvement minier avant de s'en séparer. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Exactement ce que nous a décrit Claire tout à l'heure, notamment, ce n'étaient pas des rousseauistes, mais ils étaient aussi les héritiers de cela, parce qu'ils prenaient des modes de vivre ensemble qui étaient à hauteur, à dimension humaine, si on peut dire, à hauteur d'homme, avec une certaine conception de ce que les écologistes défendent depuis longtemps. C'est une forme de fédéralisme d'une république fédérale, où l'autonomie compte énormément et où on ne peut pas se dispenser de relier les uns aux autres ces petits lieux qui constituent une république. De ce point de vue, celui qu'on redécouvre aujourd'hui, il a été cité à 2 reprises par Claire Lejeune, c'est Murray Bookchin, évidemment. Il y a même aux dernières élections municipales des listes qui se sont présentées inspirées directement par Murray Bookchin, qui était théoricien du municipalisme libertaire, municipalistes qui se sont présentés aux élections. Tous ces auteurs libertaires, ils étaient libertaires, ils étaient aussi, pour beaucoup d'entre eux, ce qui n'était pas le cas de Charbonneau, pas plus que Nietzsche, par exemple, dans la pensée, il est éminemment républicaine. Il n'était pas anarchiste, contrairement par exemple à Bookchin, ou même à Élisée Reclus. Et tout ça pour vous dire, ce n'est pas du tout pour faire le savant, mais pour vous dire que quand on voit poindre aujourd'hui la nouvelle école que l'on appelle les éco-philosophes, derrière Bruno Latour, et d'ailleurs si j'ai intitulé cette bande dessinée des reportages avec une jeune dessinatrice libanaise dans des écolieux, à commencer par celui que je considère comme le plus matriciel, qui est Notre-Dame-des-Landes. Et quand on va à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, on voit qu'il y a 10 villages dans lesquels on échange les savoirs, on est branché sur le tissu local, on n'est pas dans le survivalisme et le repli sur soi, et on invente tous les jours des modalités démocratiques nouvelles dont nous pourrions nous inspirer pour revitaliser notre République qui n'est plus qu'un grand corps malade. Pourquoi les terrestres? Parce que dans son livre « Où atterrir », Bruno Latour nous explique qu'on habite la Terre comme des terriens, c'est-à-dire qu'on habite la Terre comme ceux qui se considèrent comme héritiers du principe cartésien selon lequel l'homme est maître et possesseur de la nature, et que donc, en conséquence, on habite la Terre en l'exploitant sans se soucier de l'épuisement qu'on y provoque, et sans se soucier de ce que Latour appelait dans ses premiers livres notre entourage. Ce que son disciple, en tout cas l'un de ses héritiers, Baptiste Morisot, appelle les vivants. Son livre « Manière d'être vivant » n'est rien d'autre qu'une façon de dire que nous ne pouvons pas continuer à vivre en nous prenant pour le centre de la nature, méprisant l'ensemble du monde des vivants,
et que nous sommes en train d'apprendre d'ailleurs, c'est moi de la République, ce que je vous dis que c'est important, je pense que nous sommes en train d'apprendre de peuples que nous avons soumis, que nous avons méprisés, que nous avons colonisés, que nous avons déportés, et ce que nous continuons à faire quand nous nous attaquons, comme le fait Bolsonaro, à la forêt amazonienne. Ces peuples premiers, ces Amérindiens, qui ont toujours considéré qu'ils n'étaient qu'une composante de la nature, et que si on porte atteinte à toutes ces autres composantes-là, alors la survie de l'espèce humaine sur cette planète est menacée. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce que je viens de vous dire là, ça pose les bases de la question de savoir c'est quoi la République, quels sont les éléments constitutifs de cette République. Et forcément, on revient à ce que disait Claire il y a quelques instants, on ne peut pas bâtir une République uniquement sur ces incantations auxquelles se livrent les néoconservateurs, parce qu'il ne s'agit que de cela, sur la laïcité, sur l'universalisme. Ce sont des manières, ce sont des façons d'éviter le débat et de se poser la question d'une certaine faillite républicaine à laquelle on est en train d'assister, faillite d'ailleurs qui sert de terreau à un certain nombre de gens, en particulier un que je ne citerai pas, qui a servi d'ailleurs de terreau à un candidat aujourd'hui, mais l'impensée politique de la gauche sur la République, la prédation de la droite sur les terres de l'extrême droite, y compris en récupérant ses mots, ça a permis, ça a ouvert une brèche dans laquelle s'est enfoncé le président de la République actuelle. Et aujourd'hui, on voit bien que face à la décomposition des partis républicains, est en train de peu prospérer quelqu'un qui vient vous vendre, qui vient vous expliquer que le monde est binaire finalement. D'un côté, il y a les bons et de l'autre côté, il y a les méchants. Alors lui, c'est pas d'un côté les bons et les méchants, c'est pas ça, c'est la version Bush. Hein, le mal contre le bien. C'était cette justification de la guerre contre l'Irak. Tous ces gens ont beaucoup de chance parce que les journalistes que je suis, beaucoup d'entre eux, malheureusement, relaient cette simplification du monde. Ils font croire que le monde est binaire. Sarkozy a été d'ailleurs un grand champion avec son travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur. Tout ça, c'est un poison. Tout ça, ça casse évidemment la nécessaire la nécessaire démarche qui doit être celle des journalistes comme des politiques, c'est d'expliciter la complexité du monde. Ah, ça demande beaucoup plus de temps qu'une minute 30 dans un journal, et ça demande beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus difficile d'en débattre que de chercher le clash ou le bruit médiatique ou le buzz. Or, malheureusement, c'est là-dedans qu'on est. Alors, il y a eu ceux qui nous disent il y a les bons et les méchants, et puis il y en a un qui est en train de nous expliquer qu'il y a les blancs, il y a les autres. Il est en train d'essayer de ce qu'a fait Trump avant lui dans les États-Unis. C'est la constitution de ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un jeune qui s'appelle Hugo Baletta, qui parle du bloc blanc. C'est ça qui est en train de se construire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment l'écologie peut entrer dans le débat avec autre chose que les questions liées uniquement au dérèglement climatique sur lesquels on veut nous amener et dans lesquels on veut nous bordurer. L'écologie, comme l'a très bien souligné Claire, c'est bien autre chose que cela. Et c'est à partir de ces éléments qui créent de l'incertitude. Regardez pourquoi un Zemmour, je finis par prononcer son nom. Non, mais je vais consacrer un bouquin avec un copain en 2014 qui s'appelait Contre Zemmour, réponse au suicide français, dans lequel nous analysions d'où il venait. Et notre éditeur nous a demandé d'y retravailler, et on y a retravaillé au point que j'étais obligé de me payer la lecture ligne par ligne de son dernier bouquin pour essayer de déconstruire et de montrer d'où ça vient, comment les révolutions conservatrices ne datent pas de Trump, qu'il y a eu une révolution conservatrice dans la République de Weimar en 1920, qu'il y a eu des révolutions conservatrices avant. Il y a eu la révolution conservatrice de Reagan et de Thatcher, puis celle de Trump. Et comment tout cela, avec le Grèce,
en 1968 et de Benoît qui se trouve toujours derrière Zemmour, comment des Jean-Yves Le Gallou et le Club de l'Horloge étaient déjà là et sont toujours auprès de cet homme. Et on construit, c'est une porte ouverte pour tous ceux qui sont là, qui connaissent, mais c'est Gramsci et l'hégémonie culturelle. Donc il faut qu'on soit capable, nous, écologistes, et aujourd'hui je pense, et Claire, cette fois-ci Claire Monod l'a dit avec beaucoup de force, c'est le moment de l'écologie. Parce que la génération à laquelle j'appartiens, celle à laquelle appartient on nous a traités de défenseurs de la bougie contre le progrès, d'utopistes, de millénaristes, d'obscurantistes, sauf que pendant 40 ans, nos idées ont contribué à infuser la société française, au point que la dernière enquête sérieuse publiée dans Le Monde de la semaine dernière, sur 13 000 personnes, c'est pas rien, elle montre que la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, et la deuxième, je dis bien la deuxième, là où nous étions 10e, 12e, c'est l'écologie. Et que la question de l'immigration et la question de la sécurité arrive beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que nous avons une responsabilité, j'allais dire, historique aujourd'hui, si nous voulons revitaliser la République et la remettre sur ses pieds, face, y compris à gauche, face à ceux qui, à gauche, nous stigmatisent, nous traitant d'islamo-gauchistes, enfin le wokisme, je ne sais pas pourquoi. L'intersectionnalité, mais tout ça est extrêmement utile à la compréhension de la société. Et nous ne sommes pas dans cette logique qui nous ferait oublier les principes universalistes. Et cette passion, regardez, cette jeune génération, qu'on appelle la génération climat, elle est formidable. C'est aussi la génération d'intellos et d'activistes de Claire. C'est une génération qui a la passion de l'égalité, qui respecte les minorités, qui est sensible à toutes les formes de discrimination, qu'elles soient de genre, de religion ou de race, et qui inscrit son combat, et c'est ça qui est formidable, qui inscrit son combat pour le climat dans une démarche beaucoup plus globale, qui est une démarche de société. Et ça m'a beaucoup amusé de voir comment les journalistes se sont emparés de deux choses qui ne sont pas nouvelles, avec la primaire des écologistes, où une jeune femme a, que nous connaissons bien ici, quelques-uns d'entre nous, s'est trouvée en phase avec l'exigence et la demande d'une génération. Je parle de Sandrine Rousseau, où on a découvert la radicalité et l'écoféminisme. Alors c'était génial, parce qu'entre le premier et le deuxième tour, il n'y a jamais eu autant de débats et autant de questions posées sur ces sujets. Bon, l'écoféminisme, ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui connaissent ces sujets-là. C'est en plus une Française, une féministe, membre du MLF, qui a la première utilisé cette expression d'écoféministe. L'écoféminisme, elle s'appelle Françoise Daubonne, dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». Et cet écoféminisme, alors elle a eu beaucoup de difficultés face aux militantes du MLF, parce qu'elle était accusée d'essentialisme. On pourrait discuter de ces sujets pendant longtemps, mais l'écoféminisme, il a traversé l'Atlantique. Par exemple, en 1981, vous avez eu une manifestation des Women's Pentagon Action qui ont entouré le Pentagone, qui l'ont enveloppé de fils de laine, qui lui ont lancé des sorts, comme le rappelle si bien le livre de Mona Chollet sur les sorcières. Et à la même époque, pendant 10 ans, des femmes en non-mixité ont occupé en Angleterre le terrain de Greenman Common, qui devait devenir un terrain sur lequel on installerait des ogives nucléaires. Elles ont gagné leur combat qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, ce terrain est une réserve de biodiversité. Donc les écoféministes, il y en a, mais il y en a aussi, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, il n'y en a pas qu'en Angleterre. Le mouvement Chipko-Andolan, 1973, ces femmes indiennes, paysannes qui s'enlaçaient aux arbres pour empêcher qu'on les coupe parce qu'elles faisaient partie de leur culture, elles faisaient partie intégrante de ce que je préfère appeler leur milieu de vie plutôt que leur environnement. Je dis tout ça parce que nous sommes, j'allais dire, nous avons le droit et nous avons l'exigence et nous avons le devoir de
de réintroduire la République dans le débat et pas, évidemment, pas revenir. Bien sûr que nous sommes les héritiers de ce qu'a pu faire la Troisième République en termes de liberté d'information, par exemple, que nous sommes les héritiers de cette République au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a apporté le volet social, que nous sommes héritiers de tous ces combats qui ont été menés, qui étaient aussi des combats de la classe ouvrière pour recouvrer sa dignité, que ça, nous n'avons pas à le gommer et nous avons à revendiquer que nous en sommes aussi les héritiers. Mais ce que nous pouvons apporter à cette histoire de la République, ça reste encore trop à la marge. Et que je pense que notre génération, celle d'Yves et la mienne, nous n'avons pas su bien expliquer ça. Parce que les circonstances historiques ont fait qu'il y avait d'abord à se battre contre une certaine conception du progrès, contre la remise en cause d'une certaine conception de la croissance, dans le droit fil du rapport Meadows de 1972. Et que la question de la République ne se posait pas avec cette force comme aujourd'hui, parce qu'elle elle s'imposait encore. Elle n'avait pas subi tous les coups qui ont fait qu'aujourd'hui, elle se trouve en grande difficulté. Et donc, je pense que c'est le moment ou jamais. Est-ce que le débat sur la présidentielle le permettra ? Je suis très inquiet de voir comment les questions identitaires submergent l'ensemble des débats. C'est une bonne manière de diversion, d'ailleurs, pour éviter de parler des vrais problèmes, des questions sociales, des questions d'inégalité, des questions de précarité. Et c'est trop facile d'aller chercher les questions identitaires. Ça s'est toujours trouvé. Tous les mouvements populistes ont joué là-dessus. La question identitaire, la question du ressentiment, qui sont absolument liées et qu'analyse très bien, par exemple, quelqu'un comme Eva Illouz. Mais c'est vrai que quand on est face à une population qui est pétrie d'incertitude par rapport à ce que vont devenir nos enfants, l'incertitude par rapport aux effets du dérèglement climatique, l'incertitude renforcée par une pandémie planétaire qui a touché chacun d'entre nous. Quand on est face à des gens qui sont dans la fragilité, la vulnérabilité, l'incertitude, c'est tellement facile de leur inventer des boucs émissaires, de leur inventer des ennemis de l'intérieur. C'est ce contre quoi il faut que nous luttions et que nous soyons capables d'apporter de manière documentée et pédagogique cette idée selon laquelle l'écologie n'est pas ce qui pourrait être adapté par tout le monde. Non, l'écologie, elle est incompatible avec la logique libérale et ultralibérale. Elle est incompatible, il faut le dire, avec le capitalisme, de la même manière qu'elle est incompatible avec tous les régimes d'économie dirigée. D'ailleurs, les premiers penseurs français qui ont porté une critique non marxiste de la société, c'est Ellul et Charbonneau, en 1935, dans un texte qui s'intitule « Directive pour un manifeste personnaliste ». Il y avait, et vous pouvez le retrouver dans un très bon livre le recueil de leurs textes qui a été publié dans la revue Anthropocène au Seuil, dirigée par Fressoz et Bonneuil, qui s'appelle Révolutionnaire malgré nous. Et quand vous regardez ce texte, 1935, vous vous dites qu'il y avait déjà tous les ingrédients pour une pensée critique telle que celle que nous développons. Et si on devait faire d'ailleurs un détour par les activistes écologiques et les penseurs de l'écologie, on ne peut pas faire l'économie d'un auteur que personne ne connaît aujourd'hui. Pourtant, avait posé les bases de cette république fédérale basée sur des petites entités, c'était Jouvenel, Bertrand Jouvenel, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, Denis Drougeon. Mais nous sommes les héritiers de tout cela. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, on a été contraints de nous mettre dans des positions défensives. Et je crois que les copains écolos qui sont aujourd'hui dans le combat politique électif et les clercs qui sont appelés à les témoigner, il ne faut pas qu'on soit sur la défensive. On n'a pas à répondre à ceux qui nous accusent d'être des islamo-gauchistes, des wokistes, et qui n'ont pas
et qui n'auraient pas l'autorité pour parler de la République. C'est pas parce que on a un autre regard sur l'accueil des migrants qu'on n'est pas un républicain. C'est pas parce qu'on a un autre regard sur les droits qu'on n'est pas un républicain. Moi, je m'honore d'avoir été suspendu de mes fonctions de maire pendant 1 mois par le Premier ministre pour avoir marié 2 hommes avant la loi pour tous. Ben, je pense que j'étais à ma place d'écologiste quand j'étais là, autant que quand j'étais arraché un pied d'OGM avec d'autres copains. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer. On n'est pas anti-républicain que quand on développe tout ce qui peut tourner autour du cosmopolitisme. Le cosmopolitisme ne s'oppose pas à l'universalisme. Il ne s'y substitue pas. Il s'y ajoute. En tout cas, il donne une vie et une force plus grande encore à la question de l'universalisme. Et puis d'ailleurs, quand vous parlez d'universalisme à des gens qui attendent d'être la nationalité française pendant des années ou que l'on rejette comme des malpropres, je me demande quelle idée, ils doivent se dire, mais quelle idée ils ont de l'universalisme. Bon, et on pourrait décliner comme ça à l'envi tout ce à quoi on est en train d'assister. Donc, pour conclure, je pense que nous sommes tout à fait fondés à défendre la République. Et ce n'est pas la République, alors bon, maintenant c'est devenu un guignol, mais ce n'est pas la République de Valls, ce n'est pas la République de Zemmour, ce n'est pas la République de Xavier Bertrand. Non, ce n'est pas la République du Parti socialiste qui n'a pas été capable de la refonder. C'est une République du XXIe siècle, celle que nous prétendons incarner. Nous ne l'incarnerons pas tout seul. Il faut aller chercher dans la société, après dans les partis politiques, ceux qui sont capables de la nourrir, de cette République. C'est la raison pour laquelle je terminerai là, enfin, que je pense que la recomposition politique, elle ne se fait pas dans les partis politiques aujourd'hui, qui sont encore sur des vieux schémas et qui regardent le XXIe siècle avec les yeux du XXe siècle. La recomposition politique, elle se fait dans la société, avec ces jeunes pour le climat, avec tous ceux qui aujourd'hui ne s'inscriront jamais dans un parti politique, même ceux qui votent écolo, ils n'adhéreront pas à ELV, ce n'est pas leur problème. Ils ont une exigence justement de radicalité. Et on peut reprendre d'ailleurs ce qu'avait dit Hulot quand il a démissionné du gouvernement, c'était très bien ce qu'il a dit. La politique des petits pas, ça ne marche pas. Ben, la politique des petits pas, ça ne marche pas pour la lutte contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas en faisant des centrales nucléaires de poche qu'on s'en sortira. Ça, c'est du baratin qui est une réinvention du discours du lobby nucléaire. Et on ne s'en sortira pas par des petits pas pour réformer la République. Donc, et là-dessus, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont écrit, donc on ne part pas de zéro. Et je pense qu'effectivement, la République écologique, c'est sans doute ce vers quoi nous devons tendre pour nos enfants. Merci Noël. Et je passe la parole à David qui va illustrer, je crois. Je ne sais pas si je vais illustrer. C'est pas simple en fait pour moi en tant que porte-parole d'Utopia de parler de République, parce qu'en fait, ça n'a jamais été vraiment l'entrée d'Utopia. Peut-être parce que, d'une certaine manière, Claire l'a dit, hein, la République a une dimension duale, à la fois cette République émancipatrice, qui a été vectrice d'un certain nombre de valeurs, et puis en même temps, la République, tu l'as dit, colonisatrice, guerrière, centralisée, uniformatrice. Et donc, nous, en fait, peut-être que notre vision de la République s'inscrit en creux à travers la manière dont on définit notre projet de société. Et fondamentalement, Utopia, après un premier temps qui a été un temps autour de la critique de la centralité de leur travail, mais à partir du moment où on a voulu sortir de ce simple thème-là, on est rentré sur l'idée qu'il fallait réussir à constituer un nouvel espace politique mondial, parce que d'une certaine manière, on a une commune humanité, on a un certain nombre de valeurs qu'on a envie de défendre plus largement. Et donc, on a réfléchi à la manière dont on pouvait essayer de construire un nouvel espace politique mondial. Et en particulier, on a essayé de le faire à travers un certain nombre de piliers qu'on considérait comme fondamentaux, autour de l'accès au droit,
autour de la souveraineté alimentaire, autour de la préservation et du patrimoine, non, le terme n'est même pas bien choisi, environnemental ou écologique, à travers la liberté de circulation et d'installation des personnes. Et c'est à travers ça qu'on a essayé de se dire que, et le mot constitution, un nouvel espace politique mondial, n'était pas choisi au hasard, parce que la constitution, c'est aussi la manière à travers lequel, dans une république, on se définit comme peuple, on se définit les règles démocratiques dans lesquelles on a envie d'évoluer, et on essaye, à travers les piliers qui sont les nôtres, de défendre ces piliers dans différentes parties de la planète, pas nous en tant que colonisateurs, mais au contraire, parce que des gens qui viennent de ces différents pays viennent nous voir, nous disent on a lu le manifeste, on trouve que vraiment la manière dont vous abordez les choses est intéressante, et là, chez nous, on a vraiment envie de défendre tel pilier, petit à petit. On espère que, en poussant ces idées, en poussant ces différents piliers, on fera évoluer les constitutions des différents pays, et que finalement, nos peuples se rapprocheront et créeront l'espace politique dans lequel on a envie de vivre ensemble à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale. Et alors, les critiques que vous avez d'ailleurs, Claire, Noël, développées, de la manière dont fonctionne notre démocratie, comme les critiques de la représentation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, la nécessité de penser la République écologique comme reconnaissance des interdépendances, ou la dimension multiple, polycentrique, le rôle des territoires qui s'opposent pas, la diversité des territoires ne s'oppose pas à la notion de République, mais au contraire l'enrichit. Donc nous, à Utopia, on a essayé de penser notre projet de société en articulant à la fois la dimension écologique, intermondialiste et démocratique. Et c'est à travers cette approche-là qu'on a essayé de se construire, de se développer dans un cadre qui est lui-même démocratique, puisque tous les livres qu'on a écrits au sein du mouvement Utopia sont systématiquement des livres qui résultent d'amendements, de dialogues, de votes, pour petit à petit aboutir à un projet le plus collectif possible, qui s'appuie donc sur, entre autres, du point de vue écologique, sur une remise en cause de la société de consommation, de la centralité de la valeur travail, du productivisme. Donc là, on va certainement se retrouver à pas mal d'égards, intermondialiste à travers les enjeux de liberté de circulation et d'installation des personnes, de souveraineté alimentaire, démocratique également. Et donc actuellement, il y a un certain nombre de chantiers qui sont les nôtres, des chantiers qui touchent aux questions d'organisation sociale et d'organisation économique, la question des communs en premier lieu, qui nous semble essentielle comme forme d'organisation des activités humaines, parce qu'elle permet d'essayer de penser des ressources et la manière dont le collectif peut gouverner ces ressources, les enrichir, les protéger collectivement, en donnant une place à chacun, en distribuant des droits à chacun. Une réflexion également sur les limites qu'on doit poser, qu'on pose insuffisamment, à mon avis, aujourd'hui à la propriété privée, notamment la propriété privée des moyens de production. Quel est le rôle demain des parties prenantes dans l'entreprise? Les salariés, évidemment, mais lorsqu'on produit des automobiles, il y a un enjeu de société derrière le modèle de transport que l'on souhaite. Et ce modèle de transport que l'on souhaite, il n'appartient pas plus aux seuls actionnaires de ces entreprises-là, pas plus d'ailleurs aux salariés, et on le voit avec le nucléaire, de ces industries-là, mais il appartient à un ensemble de parties prenantes qu'il faut être capable de mettre autour de la table, et donc repenser aussi la manière dont la République garantit une voix aux différents acteurs sur des sujets sociaux, écologiques absolument essentiels. Et puis, dans la catégorie des formes de mobilisation qu'on essaye de promouvoir, on pense qu'il faut construire des alliances et que la République, probablement, en tout cas c'est comme ça que je réinterprète à l'aune de ce qu'on s'est dit, doit penser de manière très différente les alliances, à l'échelle mondiale évidemment, mais également à l'échelle locale. Et là, par exemple, là, lorsque Utopia crée avec Emmaüs International et la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, l'Organisation pour une citoyenneté universelle, notre objectif, c'est d'essayer de redonner un sens à la liberté de circulation et d'installation des personnes, promouvoir une autre approche des questions migratoires, et de le faire, par exemple, là, en ce moment, en développant une alliance entre société civile et autorités locales,
à l'échelle française, mais également à l'échelle internationale, parce qu'on pense que demain, par exemple, si on met en place un GIEM, un groupe l'équivalent du GIEC sur les migrations, un groupe intergouvernemental, probablement qu'on sera beaucoup plus fort en le portant à la fois en tant que société civile, en lien avec des autorités locales qui pourront accueillir les COP sur les migrations, qui pourront pousser aussi cet agenda au niveau national dans les différents pays et qui pourront également, probablement au niveau de l'ONU, porter une voix pour que ce sujet des migrations soit aussi un sujet qui devienne un sujet de débat international et pas juste la crispation autour d'un certain nombre de peurs. On voit bien que le GIEC sur le climat joue un rôle essentiel dans la prise de conscience par les populations de la question climatique. Nous, on souhaite également que cette question des migrations, parce qu'il y a aussi des questions identitaires qui sont traitées de manière absolument délétère aujourd'hui, soit récupérée à l'échelle des scientifiques et des populations en dialogue entre eux. Donc ça nous semble essentiel. Alors, peut-être, je voudrais, au-delà de ces grands principes qui animent Utopia, retomber peut-être à quelque chose qui reste essentiel, mais qui nous rapproche de l'échéance de 2022, puisqu'on est un certain nombre à avoir essayé de pousser à des convergences en 2022, et Claire le sait bien, et nos deux Claire, enfin tout le monde le sait bien ici. Dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir, souvent on nous dit en 2022, il y a quand même des gros enjeux de fond, il faut d'abord se mettre d'accord sur le fond. En fait, on se rend compte que sur un certain nombre de sujets, la vraie question n'est pas une question de fond, sans minimiser les divergences qui peuvent exister, ou les différences en tout cas qui peuvent exister. Il y a beaucoup d'autres questions politiques qui expliquent qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'unité. Mais par exemple, rentrons sur une question de fond qui appelle probablement à deux visions dans deux parties que vous reconnaîtrez, je ne citerai pas les responsables qui étaient autour de la table, dans un tout petit comité, donc qui ont pu se parler assez librement. La question se posait, par exemple, de dire demain on arrive au pouvoir, dans l'imagination, et demain on arrive au pouvoir, on se dit on n'a pas très envie de privatiser la SNCF. Parce qu'on a envie d'avoir une politique publique de transport. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans la mesure où les directives européennes aujourd'hui imposent l'ouverture à la concurrence de ce secteur? Donc, est-ce qu'on est capable de contrevenir? Est-ce qu'on est capable, les différents partis autour de la table qui se sont unis dans le cadre de cette élection, de se mettre d'accord là-dessus? Là, ce n'est pas si évident que ça, parce que la question européenne, évidemment, interpelle. Mais très concrètement, parce que là ça donnait quelque chose à voir des différences. Un des responsables politiques qui était autour de la table nous dit, écoutez, évidemment que si on arrive au pouvoir, on ne mettra pas en place l'ouverture à la concurrence, qu'on fera en sorte qu'il y ait un accès, qu'il y ait une SNCF publique, nationale, qui assure la péréquation des tarifs sur l'ensemble du territoire. Tous les acteurs doivent avoir, à travers une entreprise centralisée publique, accès au transport. Et puis, on avait à côté quelqu'un qui un autre responsable politique qui nous disait aujourd'hui, la SNCF se comporte comme une entreprise privée et si demain, on sera peut-être capable de remettre en place une ligne Bordeaux-Lyon, ce sera grâce à une petite coopérative. Et cette petite coopérative ne peut exister que parce qu'on lui permet d'exister à côté de la SNCF. On voit bien qu'il y a deux approches assez différentes de la manière dont on conçoit les formes de centralisation ou de décentralisation. Et pour moi, ces deux approches-là ne sont pas du tout incompatibles. Donc, on voit très bien la manière dont on pourrait réconcilier des approches qui, aujourd'hui, se veulent opposer, parfois un clivage un peu excessif, mais pourtant, il y a la possibilité de penser une république qui articule beaucoup plus de décentralisation tout en ayant une vision commune du service public et de la manière dont on met en action son territoire. Eh bien, un grand merci David aussi pour cette vision complémentaire. Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de questions et d'envie de participer. Je voulais savoir déjà aussi s'il y en a sur... Okay. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont sur Zoom, c'est Yves fera votre porte-parole et voilà, et nous, on transmettra vos questions. On va peut-être commencer. Alors, je vois... alors, je vous en prie, mesdames, s'il vous plaît,
Je ne vois que des mains d'hommes, donc n'hésitez pas. Et voilà, Fred va passer le micro. Voilà. Alors, il y a Oulf là qui veut commencer si tu veux. Et puis, Court. Je vais voilà. commencer. Oui. Une question. Et ce sont bien des questions qui sont courtes, Pas des s'il vous plaît, exposés. parce que nous avons 40 minutes là pour partager et surtout solliciter les intervenants que nous avons la chance d'avoir avec nous. On en prend plusieurs. Oui. 4. Oulf, tu peux te présenter en 2 secondes. Oui, Oulf Cléron, élu écologiste du 10e arrondissement. Noël a dit quelque chose qui est essentiel, il ne faut pas se satisfaire avec les incantations. Hein, on ne doit pas se contenter de l'autre non plus, en réalité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire cette promesse républicaine, la tension utopique, l'horizon politique autour de cet horizon-là? Parce que c'est effectivement, les justes en face, le bloc blanc, ils sont très doués dans ça, en fait. Hein. La capacité du fascisme de construire un horizon utopique et légendaire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce rapport de force-là? Merci. On va prendre une autre question dans la salle et puis ensuite on va venir à ceux qui sont une femme. Peut-être, qui souhaiterait intervenir. Mesdames. D'avoir un équilibre. Non, personne. Ah, devant. Je peux te présenter. Donc, Hélène, je suis utopienne depuis une dizaine d'années, là, comme ça. Donc, je suis utopienne et je suis aussi à l'Europe écologique. Donc, moi, j'ai une question à poser à Noël. À Noël qui est là, il a parlé des marches pour le climat, qui n'est pas rentré dans des partis, ce que je comprends très bien. Mais moi, il y a aussi malheureusement pas mal de gens qui vraiment sont écologistes dans les associations, dont je milite aussi dans des associations écologistes, et qui ne veulent pas non seulement rentrer dans des partis, mais qui ne croient plus non plus aux politiques, et y compris aux politiques écolo, hein, comme le Rassemblement des Verts, qui ne votent plus, quoi. Donc comment on fait pour convaincre ces abstentionnistes? Et justement, quand on parle de République, je pense que justement, ces personnes-là ont une mauvaise opinion de la République. Voilà. Alors, comment on fait pour les convaincre et en même temps pour leur redonner l'envie et leur parler d'une République autrement? Merci beaucoup. Alors, une troisième question. Et puis ensuite, ce sera pas sur le. Bertrand Séné, je suis un collectif pour une convention pour un renouveau démocratique. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé dans vos interventions, c'est que vous avez beaucoup parlé en fait, du contenu, du programme politique en quelque sorte de la République dont vous rêvez. Et j'ai trouvé qu'on parliez relativement peu de la forme. En fait, il me semble qu'une des caractéristiques de la République depuis sa naissance, c'est que ça a toujours été une République aristocratique. C'est-à-dire qu'elle a toujours été gouvernée par une minorité politique, à l'exception de la sortie de la Seconde Guerre mondiale et encore. Par conséquent, la question que j'ai envie de poser, c'est en raison des enjeux écologiques qui exigent l'engagement de l'ensemble de la population, on se permettre longtemps de voir un camp l'emporter sur l'autre. Parce que dans votre discours, effectivement, on a l'impression que ce qui serait formidable, ce serait que la gauche l'emporte. À ce moment-là, ça veut dire que les gens qui sont à droite ne sont pas pris en compte. Je trouve ça très embêtant. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système politique qui ne serait peut-être pas une république, mais autre chose, et dans lequel on prendrait un maximum de décisions en intelligence collective, un petit peu comme ça s'est fait lors de la Convention citoyenne pour le climat. Merci pour la question. Du coup, vous voulez dire un mot en fait, Ok. Alors, sur la question sur effectivement le fait qu'on ne peut pas se satisfaire d'incantation, on ne peut pas non plus se satisfaire de discuter ici entre nous, même si c'est très agréable. Il y a un combat politique à mener et on va le mener de front, j'espère, cette année. Et on fait face plus que jamais à des forces qui sont périlleuses. Enfin, là, on est sur une pente extrêmement inquiétante. Et du coup, on a d'autant plus la responsabilité d'être à la hauteur de ça et d'opposer aux accusations de non-républicanisme le fait que quand on ferme des services publics, on ne fait pas la République.
quand on accentue les inégalités par des politiques fiscales en faveur des plus riches, on ne fait pas la République. Et d'opposer à ça notre projet qui est de faire repartir cette promesse d'égalité, de faire repartir la cohésion sociale et territoriale par les services publics et d'enrichir tout ça par le projet de l'écologie politique qui prend réellement en compte les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et à opposer au bloc blanc dont tu parlais, il faut opposer, je pense, le bloc arc-en-ciel, dont parle très bien Aurélie Trouvé dans son dernier livre, et qui, en fait, rien que l'arc-en-ciel, on voit cette idée qu'on ne fait pas une société à partir de l'uniformité. En fait, on fait une société à partir de la diversité en la reconnaissant et en reconnaissant que c'est une richesse. Voilà. Et donc, en partant, l'idée de l'arc-en-ciel chez elle, c'est d'allier le violet du féminisme, le rouge du communisme, des manifs CGT, tout l'héritage de la gauche traditionnelle, le vert, bien sûr, de l'écologie politique, le jaune des gilets jaunes. Enfin, il y avait toute cette idée, en fait, que la réponse ne viendra pas de l'une des couleurs, enfin, de l'une des luttes. Elle viendra aussi de la rencontre de tout ça et du fait qu'on reconnaît qu'en fait, il y a c'est la fameuse convergence des luttes, mais qui est la même chose sur le plan de l'activisme que l'intersectionnalité sur le plan des idées et de la déconstruction des discriminations. Donc je pense que voilà, c'est ça notre tâche. Et ça passe aussi par le fait de reconnaître que les partis politiques n'ont pas seuls les solutions aujourd'hui. Et là, je vais enchaîner du coup sur la question d'Hélène. Et moi, je le vois très, très concrètement. C'est-à-dire que les jeunes activistes aujourd'hui, clairement, on est une toute petite minorité à être engagée en politique. Et justement, je pense qu'il faut arriver à faire grossir ce nombre et qu'on soit plus nombreux, notamment dans ma génération, à dire, en fait, là, l'urgence veut qu'en termes de stratégie politique, il faut qu'on aille dans les institutions. Et en fait, on peut être très critique justement des institutions, mais en fait, on peut faire de l'activisme dans les institutions. Et c'est la seule manière de faire la politique aujourd'hui, c'est de pas, justement parce qu'on se met dans un parti, de se ranger, de devenir tout sage. Non, justement, c'est de garder la dimension disruptive qui, historiquement, est celle de l'activisme écolo. Enfin, il y a eu un activisme anti-nuque qui a été la désobéissance civile, elle est centrale aussi dans l'histoire de l'écologie politique. Et peut-être sur la dernière question, sur la question de la forme républicaine, en fait, justement, la République est une forme qui peut aussi se transformer en fonction du contenu qu'on veut lui donner. Et à mon sens, c'est ça l'apport aussi qu'a une rencontre entre la pensée républicaine et la pensée écolo, c'est que nous, on n'a jamais été partisans d'une démocratie strictement délégative, où on met un bulletin de vote et puis c'est terminé. L'écologie politique, elle passe par une démocratie active, mais pas seulement dans les procédures de décision, pas seulement dans le fait de faire des réunions, mais dans le fait de se questionner concrètement sur qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, d'où ça vient, est-ce que ça vient du paysan du coin, enfin c'est extrêmement concret, c'est une reprise de pouvoir qui n'est pas seulement formelle, qui est substantielle, qui touche à l'énergie qu'on consomme, voilà, et c'est tout ça qu'il faut. Et du coup, à mon sens, la forme républicaine n'est pas du tout en antithèse avec une démocratie, avec tout ce dont vous parliez justement, l'idée de remettre au centre du jeu la participation citoyenne, etc. Parce que l'écologie politique, de toute façon, elle est indissociable de la notion d'autonomie. Et de fait, ça ne peut pas être autre chose qu'une aspiration à une démocratie active et concrète. Je crois que ça, c'est une autre notion. J'ai rien à ajouter parce que je trouve que Claire a répondu de manière très, très évidente et très construite. Donc, je me retrouve totalement dans ce qu'elle a dit. Oui, c'est la République qu'on veut, c'est une République de l'autonomie, une République des communs. Les communs, ce n'est pas simplement l'eau, la terre, les forêts. C'est savoir, c'est tout ce qui appartient, tout ce qui doit être décidé collectivement et ce qui appartient à l'ensemble de la communauté. C'est l'éducation, c'est la connaissance. C'est donc tous ces enjeux-là qui sont très importants. Alors maintenant, balancer la République avec l'eau du bain, je pense que c'est un peu compliqué.
cas, on n'a fait qu'accélérer encore un petit peu plus la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques. Mais il y a quelques exemples de républiques qui savent organiser des consultations et des décisions collectives. L'Irlande, quand elle a organisé le référendum sur la question de l'avortement, elle a mis en place ce que les Danois font depuis 1989 avec les conférences citoyennes, c'est-à-dire mettre en place des outils délibératifs forment à l'expertise des citoyens et où ils peuvent délibérer d'une manière collective. Donc, c'est comment la République s'organise-t-elle pour favoriser la décision collective. Claire disait, la République, c'est aussi savoir ce qu'on a dans notre assiette. Pourquoi on a arraché un pied d'OGM? Parce qu'on considère, en tant qu'écologiste, tout le monde devrait considérer ça, que ce n'est pas à Monsanto à Pionnier de décider de ce que je dois avoir dans mon assiette. C'est à l'ensemble de la société. Donc ça pose la question d'une société, quand elle est confrontée à une avancée technologique ou une avancée technique, elle ne doit pas se la laisser imposer par celui qui l'a mise en œuvre au nom d'une logique industrielle. C'est la raison pour laquelle on est monté au créneau contre la 5G. C'est pas Huawei, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, celui qui a mis en place la 5G, de décider qu'on va avoir la 5G. C'est qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert. Et donc, c'est la question du bénéfice et du risque. Pour évaluer ce qu'une innovation technologique apporte, et pour calculer les risques et les bénéfices, c'est à la société d'en décider collectivement avec des outils comme ceux de la conférence citoyenne, mais aussi avec les outils de ceux que nous avons délégués dans les assemblées. Donc, ça veut dire qu'il faut revitaliser les assemblées. Bien sûr, l'Assemblée nationale, je l'ai dit 10 000 fois, elle n'est pas le reflet de la diversité sociale de ce pays. Le recrutement politique dans nos sociétés, c'est un recrutement qui est encore élitaire. Et donc, si on veut revitaliser la République, ça passe par des choses aussi simples, mais pourtant si difficiles à mettre en œuvre, de revisiter le statut de l'élu. Aujourd'hui, quand j'étais maire de Pâques, 28 ans, il n'y avait pas beaucoup de carreleurs, de carrossiers. Et c'est quoi? C'est des profs, des retraités, des gens qui sont dans des niches, si je puis dire, je n'ai rien contre, qui leur permettent de passer un petit peu de temps au service du bien public. Mais comment voulez-vous donner le désir de l'engagement public, ce qui est noble, c'est pas du tout infamant de s'occuper des autres. Comment voulez-vous donner le goût à quelqu'un qui est artisan, qui va se fragiliser dans son métier pendant 6 ans, si vous ne lui donnez pas des compensations et des contreparties, comme par exemple instituer le fait que lorsque l'on a été élu pendant 6 ans, qu'on puisse bénéficier d'une indemnité comme les chômeurs pendant quelques mois pour la reprise de son travail. Et considérer dans ma ville de 30 000 habitants maintenant, un conseiller municipal est touché 100 € par mois. Attendez, comment vous voulez inciter les gens à s'occuper de... En plus, sous-payer les élus, c'est la porte ouverte à toutes les formes de corruption. D'une manière ou d'une autre, le prix de la démocratie, on en paie le prix. On en paie le prix par le mauvais côté. Donc, je vous donne cet exemple, qui est une illustration, je vais dire, terre à terre. Mais il y a aujourd'hui 1000 façons de revitaliser la République et le fonctionnement démocratique. Je pense que de ce point de vue, les écologistes ont une longueur d'avance avec toutes les expérimentations auxquelles ils se sont livrés depuis, c'est pas simplement depuis d'ailleurs depuis 1968 avec les communautés du retour à la terre, c'est bien avant. Et de ce point de vue, on peut revenir à Palmavaca et retrouver ces communautés, par exemple. Je suis obligé de vous quitter, moi, parce que là, j'en peux plus. Je suis désolé, j'ai un très très gros rhume. Donc là, je crois qu'il faut que je rentre. On va continuer. Excusez-moi, Merci beaucoup. Oui, je voulais juste apporter aussi un petit complément à ce qui a été dit, que je partage entièrement, et notamment sur la question il faut aujourd'hui
ce que tu disais, Claire, c'est réinvestir pour la jeune génération, en tout cas, mais je pense que c'est valable malheureusement pour toutes les générations en ce moment, la force politique, et pour gagner les institutions. Je pense qu'il faut vraiment revenir ce soir sur la question de ces institutions, parce que si on est là et si on réfléchit ensemble, c'est précisément pour les changer. Et donc, il y a un gap à franchir, il y a un pas à franchir, je dirais, que l'on doit entreprendre maintenant. Et c'est un peu ça l'objet de notre travail, c'est-à-dire que sur les grands principes, sur les enjeux, sur les objectifs, je pense que ici, nous partageons vraiment le sens de l'action politique que nous voulons conduire. En revanche, il y a vraiment un travail à accomplir, il y a un travail de fond, il y a une réflexion, il y a une méthode à trouver, il y a un enjeu à essayer de sortir de cette 5e République pour entrer dans une nouvelle République. Or, nous savons tous ici que c'est un moment extrêmement compliqué aujourd'hui sur lequel on s'est souvent heurté dans la façon de l'envisager, que ce soit politiquement, que ce soit techniquement, que ce soit, je dirais, citoyennement. Voilà. Donc, notre démarche, et c'est pour répondre aux camarades de la Convention citoyenne, j'ai pas tout... Pour le renouveau démocratique. Pour le renouveau démocratique, je pense que si il y a nécessité de ce renouveau démocratique, si vous travaillez sur ces questions, un certain nombre de lieux comme ça qui sont comment dire, potentiellement les lieux de réflexion et de construction d'une façon d'agir en politique peuvent, et enfin, vraiment je vous appelle à un travail collectif sur ces questions. Aujourd'hui, nous faisons un partenariat avec Utopia, qui lui-même fait un partenariat avec d'autres, et vous êtes là pour représenter d'autres forces de réflexion, et je pense que vraiment il y a besoin de ce rassemblement des forces pour arriver à construire ce pas. Parce que changer de république aujourd'hui en France, ce sont des moments de crise. On en a parlé souvent avec Frédéric Calfon. Or, si aujourd'hui on n'est pas dans un moment de crise, alors je ne sais pas très bien où on est, d'accord ? Sauf que, en étant phagocyté, je dirais, comme disait Noël tout à l'heure, par toute la sphère néo-fascisante qui embrume et qui oriente les sujets vers justement tout sauf ce qui est important. Nous sommes sur la défensive trop souvent, et donc avec ce sujet, je dirais, nous utilisons la République écologique comme un mot obus, on dit. C'est-à-dire que nous voulons vraiment progresser, nous voulons travailler, nous voulons persuader, bien sûr, entraîner, bien sûr, mais aussi construire les éléments institutionnels de la progression. Parce qu'on l'a vu avec la Constitution citoyenne pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. On voit bien comment, aujourd'hui, dans la 5e République, finalement, ça n'est pas possible, en fait, y compris intégrer cet article 1, comme tu le disais tout à l'heure, qui, à mon avis, justement parce qu'il faisait très, très peur, n'a pas été intégré. On voit bien ce que l'on peut faire, et en même temps, ça ne se fait pas dans ce contexte-là. Donc, oui, il y a un vrai sujet, aujourd'hui, là, de progression. Et donc, David, tu voulais dire aussi un petit mot, ou on prend les questions de... Je peux dire. Ok. Et ensuite, on prend les questions de nos amis numériques. Oui, rapidement, je pense qu'il y a quelques mots clés dans ce genre de débat qui n'ont pas encore été prononcés. Donc je vais les prononcer. Sur la forme que peut prendre la démocratie, il y a quand même un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur la nature des assemblées, la manière dont les gens se trouvent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens se trouvent dans ces assemblées-là? Est-ce qu'il faut, par exemple, une assemblée du futur? Ça fait partie des choses qui sont dans le débat. Est-ce qu'il faut considérer une part de tirage au sort? Parce que le tirage au sort est une manière, on l'a vu dans la Convention citoyenne pour le climat, de représenter la société telle qu'elle est, avec sa diversité, y compris sociale. En même temps, on ne peut évidemment pas se contenter du seul tirage au sort, puisqu'il y a aussi des enjeux de projets politiques qui sont portés à travers la représentation. Donc, quel est le bon équilibre entre la représentation de la société et les choix politiques qu'on a à faire? Donc ça me semble essentiel, l'articulation entre le local et le global, évidemment. Et puis, quand même, moi,
Mon expérience, par exemple, en 2005, du référendum autour du traité constitutionnel européen avait été un moment assez incroyable. Enfin, je ne sais pas, tout le monde s'en souvient que des gens qui d'habitude ne parlent pas de politique se retrouvaient au bar en train de parler de l'article un tel et un tel sur la concurrence libre et non faussée. C'est quand même un moment de démocratie absolument incroyable. Donc on voit qu'il y a une possibilité de revitaliser la démocratie pour peu qu'on mette en place aussi des institutions et des conditions de leur mise en œuvre qui construisent le débat. Évidemment, la condition derrière, c'est qu'on respecte les résultats de ce débat, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je ne vais pas revenir forcément sur un point particulier. Bon, deuxième élément, très rapidement, à Utopia, on a eu l'occasion à un moment donné, lorsqu'on s'est posé des questions autour de ces sujets démocratiques et autour de la question de liberté de circulation et d'installation, d'aller voir ce qui se passait en Équateur. Tout ne s'est pas toujours aussi bien passé qu'on l'aurait voulu ensuite en Équateur, mais le moment de la Constitution a été un moment extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans cet État plurinational extrêmement divers qu'est l'Équateur, le président de l'époque, Rafael Correa, a décidé qu'on mettrait en place une constituante et que cette constituante, d'abord, n'aurait pas son siège dans la capitale, mais à Montecristi, et qu'elle serait itinérante, c'est-à-dire qu'elle irait voir les différentes populations, y compris dans des endroits reculés, qu'on récupérerait les propositions de la population et à travers Internet, on montrerait aux gens par où sont passées leurs propositions, comment elles ont été agrégées les unes aux autres, comment est-ce qu'à un moment donné, elles aboutissent à des décisions. Et cette traçabilité de propositions qui émergent de l'ensemble de la société était quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors après, on peut reprocher la manière dont les choses ont pu tourner à un moment donné, mais quand même, ce processus-là était extrêmement intéressant. Et hop, je retombe comme la dernière fois, j'atterris plutôt sur notre contexte franco-français. Mais par exemple, moi, je vois mal comment on pourra trouver une issue en 2022 si notre seule manière de le faire est d'essayer d'identifier qui sera le candidat à la présidentielle. Ça ne marchera pas. Ou la candidate, ça ne marchera pas. Il faut aussi, évidemment, traiter la question des législatives, il faut traiter la question de comment est-ce qu'on construit un gouvernement. Mais à la fin, il faudra aussi traiter d'un point qui me semble totalement fondamental, c'est que contrairement à la période 97-2002 sous Jospin, avec une gauche plurielle, où un parti, de facto, lorsqu'il y avait un débat, tranchait ces débats, il va falloir essayer de construire une république, une république citoyenne, où lorsqu'on a au sein de la gauche un certain nombre de débats à trancher, ce n'est pas celui qui a le plus gros score à un moment donné qui va trancher tous les débats, mais trouver des modalités citoyennes de le faire. Et donc, typiquement, on a vu à quel point la Convention citoyenne pour le climat, en tirant au sort une représentation de la population, était capable d'arriver à des solutions radicales. Et moi, je pense que ce qu'il faut qu'on mette en œuvre, si possible, en vue de 2022, c'est donc très au-delà de la question de qui serait président ou pas, c'est comment est-ce qu'on trancherait de manière citoyenne un certain nombre de sujets lorsqu'on a des désaccords entre nous. Et ça, je pense que c'est un vrai chantier sur lequel il faut travailler. Est-ce qu'il y a quelques questions à prendre là sur le Zoom? Oui, il y a eu plusieurs questions. Alors, il y en a deux auxquelles vous avez déjà un peu répondu, qui étaient comment on articule la dimension institutionnelle et puis la présence dans les luttes sur le terrain, etc. Vous en avez déjà parlé, donc c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Il y en a une autre sur la citoyenneté aussi qui renvoyait un peu ce qui a été la question de la Convention citoyenne pour le renouveau démocratique, c'est ça, voilà. Et il y a d'autres questions. Alors, il y en a une, est-ce que ce débat n'est pas un peu un débat purement défensif sur la République par rapport à ce mot qui a été, alors c'était dit, instrumentalisé par la droite et l'extrême droite, et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un combat d'arrière-garde? C'est le mot qui est utilisé dans la question. Une autre question également, c'est quid de l'égalité? L'égalité, Claire, tu en as beaucoup parlé, mais avec en même temps le mot fédéralisme. Et pour certains, le mot fédéralisme, c'est la négation de l'égalité et c'est la porte ouverte au libéralisme. Un raccourci qui est peut-être un peu rapide. Voilà. Et puis le dernier point, c'est la République écolo, c'est bien, mais la République, ce n'est pas qu'au plan national. Quid de ce qui se passe au plan local avec les micro-monarchies qu'on a dans toutes les collectivités locales.
Peut-être je vais commencer sur cette opposition entre égalité et fédéralisme. En fait, à mon sens, le fédéralisme qu'on défend n'exclut pas du tout d'avoir des services publics qui couvrent de manière uniforme et du coup égalitaire, qui fait un maillage territorial complet et égal. Et à mon sens, en fait, quelque part, la personne n'a pas tort. Instaurer un fédéralisme dans un contexte où on n'a pas posé la question du modèle libéral et du fait que nos frontières sont ouvertes complètement à tout type d'échange et où sans cesse le libre-échange progresse, oui, en fait, ça renforce une logique de compétition entre les territoires. Et il y a des partisans de la décentralisation aujourd'hui qui sont en faveur de la décentralisation précisément pour ces raisons-là. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une grande méfiance envers ça et c'est d'ailleurs ce qu'on nous renvoie, c'est-à-dire que d'accord, donner plus d'autonomie au local, mais si c'est pour renforcer l'inégalité territoriale, ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de porter. Donc en fait, il faut mettre sur la table simultanément la question de l'organisation territoriale et la question d'un protectionnisme vert et solidaire, de la manière dont on sort d'un modèle strictement libre-échangiste et ultralibéral. Donc en fait, ces deux questions-là doivent se poser simultanément. Et ces deux combats-là doivent se mener de front, sans quoi, effectivement, on se retrouve dans une situation où la compétition entre les territoires et entre les groupes humains n'en sortira que renforcée, en fait. Donc, c'est vraiment, à mon sens, la question de l'organisation territoriale est complètement imbriquée dans la question du modèle économique. Et la question du modèle économique est complètement liée à la question de la République, en fait. Parce que, à mon sens, aussi, une des manières dont le gouvernement actuel sape, à mon sens, l'héritage républicain, c'est aussi en étant dans une logique ultralibérale qui ne permet pas du tout de protéger le commun et qui va plutôt dans le sens d'une destruction de ce qui tient ensemble une société, finalement. Alors, l'autre question, c'était sur... Pardon, j'ai perdu... la démocratie au plan national, local. Oui, la République combat d'arrière-garde. Oui. Alors, peut-être ce soir, on a peut-être eu des propos sur pourquoi aussi on était revenu à la question républicaine, alors que pour nous, elle était... c'est comme un peu l'air qu'on respire, c'est-à-dire que on se pose la question de l'air qu'on respire que lorsque finalement ça devient problématique de respirer ou autre. On se pose la question de la République seulement au moment où elle nous est renvoyée comme un problème dans notre logiciel politique, alors qu'en fait on la prenait pour notre cadre, on la prenait naturellement pour notre cadre d'action. Et justement, je pense que l'idée, c'est d'en faire, de s'emparer de cette question-là, de se la réapproprier avec nos termes, avec nos combats, et de pas, il ne faut absolument pas la laisser à d'autres en se disant, ok, c'est eux qui ont pris la question républicaine, nous on va parler d'autres choses, on va juste parler de climat, etc. Non, je pense que sinon, si on laisse tous les sujets que nos adversaires politiques prennent comme les leurs, on va finir par être complètement cornerisé et à ne parler que de sujets de manière très sectionnelle finalement, alors que notre projet de société, il est global, il parle d'institutions, il parle d'économie, il parle de social, et il ne faut absolument pas qu'on se laisse cantonner dans la pure question du climat prise par un prisme très très restreint. En fait. Pour aller effectivement dans le sens de ce que commencer à répondre Claire, je dirais que le combat est au contraire avant-gardiste en fait sur cette question de la politique écologiste parce que en fait c'est un combat politique, qu'on ne s'y trompe pas. C'est un combat dans lequel depuis des décennies des formations politiques se sont appropriées et ont défini eux-mêmes ce qu'est la République. Je crois qu'on l'a bien démontré tout à l'heure. En fait, la République, elle n'appartient à personne. Et que maintenant, en revanche, c'est à nous de montrer ce qui a été défini tout à l'heure, à savoir
ce que sont justement ces affinités structurelles. Et en quoi, quand bien même, comment dire, ça n'est pas forcément un modèle unique, mais le nôtre, par le biais de l'écologie politique, a sa légitimité et qu'il est 1000 fois temps, maintenant que l'écologie est devenue paradigmatique dans la sphère politique, de donner corps à l'État. Voilà. C'est trop facile quand on est issu de la social-démocratie et de ceux qui ont eu le pouvoir depuis 30 ans et qui ont massacré véritablement et les principes républicains et évidemment à travers les politiques libérales, ce qui en est sorti. Nous voulons dire que non seulement nous avons un projet de société, mais qu'en plus nous avons le cadre qui s'y prête pour le faire. Et donc, ce sujet, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Serge Audier, donc je suis tranquille pour le répéter, ce sujet, en fait, n'a jamais été abordé. Si l'on fait, comme il l'a fait lui, l'histoire de la social-démocratie d'un côté et l'histoire de l'écologie politique de l'autre, et que l'on cherche où sont finalement les moments où les deux pourraient se rencontrer, on se rend compte que c'est autour de ces questions de République et qu'il est temps que ça se fasse maintenant. Donc, c'est une façon de récupérer ou de prendre, en fait, parce que personne ne va nous la donner. C'est une façon de prendre la légitimité de gouverner. C'est-à-dire que nous voulons, à travers ce qu'on peut qualifier d'un slogan, mais nous voulons lui donner suffisamment de contenu, et depuis que nous avons commencé à travailler, nous avons vu l'ampleur de tous les sujets que ça nous permet d'aborder. Nous voulons vraiment la mettre en œuvre. Voilà, je pense vraiment que c'est un combat de prospective et que plus que jamais, nous avons à construire de façon précise sur un certain nombre de sujets les points sur lesquels nous voudrons que ça porte là, dans les 6 mois qui viennent. Donc, il y a une dimension d'urgence, là tout de suite maintenant, et il y a une dimension de projection dans le siècle qui vient. Voilà. Tu voulais dire un mot aussi, Dani ? Alors, il ne faut pas se mentir quand même, dans la République qu'on veut construire, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne seront pas très favorables, notamment d'acteurs puissants, qui ne seront pas très favorables aux formes de République qu'on a envie de défendre. Et donc, par rapport à la question qui a été posée sur fédéralisme, il y en a une autre sur la question des collectivités, etc., probablement qu'il faut réfléchir aussi à la manière dont on peut reconstruire du rapport de force en s'appuyant sur des alliances, j'en évoquais une tout à l'heure sur l'immigration, mais des alliances entre société civile et autorités locales. Parce que là, je pense qu'il y a un nœud qui peut se jouer, un pouvoir qui peut être reconquis à travers ces alliances société civile et autorités locales, d'autant plus si les autorités locales et les sociétés civiles locales se fédèrent entre elles. Donc, je ne prends pas le fédéralisme forcément dans le sens où il a été pris, mais la fédération de ces acteurs peut permettre de peser à une échelle nationale, voire à une échelle globale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler j'espère, et en tout cas si vous n'en avez pas entendu parler, il faut vous renseigner d'urgence là-dessus, du cas du maire de Riace en Italie, qui a été un des rares maires à faire d'une certaine manière honneur à l'Italie en se disant que plutôt que de prendre les migrants comme un problème, de prendre au contraire les migrants comme une richesse, surtout dans des localités comme Riace, qui était une localité qui avait tendance à se dépeupler, une forme d'exode rural qu'on connaît partout, et qui s'est appuyé sur les migrants pour refaire vivre sa vie, qui a été un modèle pour un certain nombre de maires et de gens à travers l'Europe, et qui vient d'être condamné par la justice italienne à 13 ans de prison pour ne pas avoir respecté à la lettre
les règles des marchés publics. Parce que probablement que les règles des marchés publics en Italie, notamment sous Salvini, n'étaient pas très favorables au type de politique qu'il a mis en œuvre. Alors je pense que là aussi, les fédérations qu'on peut nous construire avec l'ANVITA, l'Association française nationale des villes et territoires accueillants, avec l'Organisation pour la citoyenneté universelle, avec un certain nombre de réseaux de villes en Italie, aux États-Unis et ailleurs, peut contribuer à médiatiser, peser dans le débat public pour faire en sorte qu'on soit plus, on sorte de cette logique punitive qu'on avait vue avec Cédric Héroux dans le sud de la France, etc., et qu'on défende une autre manière de voir la République qu'on veut construire. Donc je pense que c'est au niveau local et dans la fédération des acteurs locaux qu'on trouvera une partie de la solution pour construire. Je peux rajouter une chose. Vas-y, vas-y. Ce maire en Italie, il y a eu un maire en France qui l'a fait, c'était en 2016 ou 2017, je ne sais pas si vous en souvenez. Non, je ne parle pas de Damien Carême, je parle d'un petit village de Normandie qui a effectivement accueilli des migrants et a transformé complètement le village. Là, les gens n'en voulaient pas du tout et il a fait de sorte qu'ils soient acceptés. Et on a fait un modèle incroyable. Il y a eu un reportage qui a dû être fait sur Arte à ce moment-là, ça devait être en 2016 ou 2017. Il nous reste une dizaine de minutes. On va prendre une question ici et une question sur Zoom. Et puis ça fera Je rappelle à tous ceux qui sont là, parce que les autres, ça les intéressera moins, qu'après, nous avons un pot et que vous êtes les bienvenus pour boire un coup et continuer la discussion autour d'un verre. Et acheter des livres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et acheter des livres, bien sûr. Pas moi. Allez, vous une question et après on prend une question sur Zoom. Ouais, non, mais je voulais revenir justement à ce type d'organisation locale dont parle David, parce qu'en fait, ça, ces tentatives se passent insérer déjà dans une structure sociale, politique, institutionnelle très établie. En réalité, on ne parle pas d'une page blanche. Ce qu'on découvre quand on devient élu local en France, c'est qu'il y a un symbiose déjà entre la société civile et l'autorité locale qui s'appelle tous les déclarations qu'on vote pour subventions pour les associations, etc. On a aussi la notion de système, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut en France, hormis les petites localités qui sont assez emblématiques dans la démarche éthique de cela, implanter des stratégies pareilles à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Grenoble, dans les localités, dans les collectivités territoriales qui pèsent lourd. Parce que là, c'est quand même, il faut casser pas mal de choses très établies et déjà installées. Oui, tu n'as pas de question. Allez. Non, bah, donc une dernière question. Une question. Qu'entend-on historiquement par la notion d'universalisme? Ce qu'elle signifie pour nous? Vous avez 2 heures. Quelles sont les valeurs universelles? Et comme le dit Serge Diet, ne doivent-elles pas constamment évoluer? Peut-être simplement rappeler universalisme versus printemps républicain, peut-être? Clientélisme, universalisme, on a 10 minutes. Plus que 8. Plus que 8. Je disais tout à l'heure que la notion d'universalisme avait été confisquée et transformée en uniformisation. Moi, sans rentrer dans un grand débat et surtout pas dans la façon dont il est abordé aujourd'hui, l'universalisme, au départ, c'est la réunion d'une diversité. C'est ce que Aurélie Trouvé appelle cette majorité arc-en-ciel. C'est précisément la reconnaissance de la diversité. Or, nous sommes arrivés à un moment où, à front renversé, ceux qui se sont appropriés, comme je disais, la République, se sont aussi appropriés ce concept en faisant un dispositif excluant. Alors que nous sommes, par définition, par essence même, dans l'inclusion. Donc, ce que nous voulons, c'est cette République inclusive qui fait partie de l'écologie et qui, enfin, je ne rentre vraiment pas dans le débat, mais dans la définition telle qu'on l'entend, on parlait de multiculturalisme tout à l'heure, Noël parlait de cosmopolitisme, enfin, il peut y avoir des nuances, mais par définition, la République écologique est inclusive et donc universelle.
Voilà, c'est En fait, sur cette question d'universalisme, je pense qu'on rejoint la distinction qu'on avait faite tout à l'heure entre une république considérée comme figée, c'est-à-dire la république, c'est ça, elle est là, avec ses symboles. Et du coup, on fige aussi avec ça les hiérarchies, les dominations, on les naturalise même. Et en fait, il y a un universalisme qui a été aussi utilisé pour légitimer la colonisation, pour légitimer la domination de groupes sociaux sur d'autres. Et en fait, toute la tâche d'une force progressiste, et nous, notre tâche en tant que force de l'écologie politique, c'est de continuer à dire que l'universel n'est jamais atteint. Quand il y a des inégalités, des dominations, des exploitations, quand le patriarcat est encore en place, quand il y a encore un racisme structurel dans la société, l'universel est un horizon. Et que du coup, se prévaloir de l'universalisme pour pointer du doigt les militants qui luttent pour plus d'égalité, donc qui luttent pour la République, voilà, c'est là où on arrive à un renversement de la notion d'universalisme contre l'universel. Voilà, c'est ça en fait. On a la même chose, on a la même trajectoire sur la République. Où à un moment, le mot République dans la bouche de certains, pour en accuser d'autres de ne pas être assez républicain, devient complètement contradictoire. Pour plagier Noël ma mère, je suis d'accord avec Claire, qui visiblement a été adoubée. Et je pense qu'on peut tous vous remercier d'être venus ce soir à cette conférence et vous inviter au groupe.